ouvre à présent notre page consacrée au référendum d'initiative partagée, le fameux RIP, depuis le feu vert du Conseil constitutionnel à la demande de parlementaires opposés à la privatisation d'ADP. Le gouvernement en a cessé de mettre en garde les sages de la rue Montpensier contre la systématisation d'une telle procédure. Selon l'exécutif, le RIP pourrait en effet devenir un outil de paralysie des réformes. Quentin Calmy. Une étape est passée, mais le plus dur reste à faire. Après le feu vert du Conseil constitutionnel, il reste désormais aux opposants à la privatisation d'Aéroports de Paris à rassembler les 4,7 millions de signatures pour provoquer un référendum. Il appartient au Conseil constitutionnel d'organiser la vérification du bon déroulement de cette collecte de signatures. Et le ministère de l'Intérieur agit dans ce cadre-là sous l'autorité du Conseil constitutionnel comme un opérateur. Mais avec cette première utilisation depuis sa création, le référendum d'initiative partagée donne lieu à plusieurs polémiques. La première, sur sa légitimité, car il remet en cause un vote du Parlement. Il y a quelques jours, c'est le Premier ministre qui s'est inquiété de l'utilisation de ce RIP. Ça pose une vraie question sur la place qu'on accorde à la démocratie représentative, car après plus d'une centaine d'heures de débats en commission et en séance à l'Assemblée et au Sénat, après qu'une majorité des représentants du peuple se sont exprimés et ont adopté le texte, une minorité capable de bloquer pendant au moins 9 mois et peut-être un peu plus l'application d'un texte voté. Une opposition entre démocratie parlementaire et participative que la Constitution voulait éviter. L'article 11 dispose en effet que ce type de référendum, je cite, ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'1 an. Un détail contourné par l'opposition au projet qui a déposé cette demande de référendum avant le vote final du Parlement. Une analyse à laquelle a répondu Laurent Fabius, actuel président du Conseil constitutionnel. Selon lui, le texte a bien été respecté, même si les parlementaires ont exploité une faille dans la Constitution. Alors justement, le RIP est-il devenu une arme de contestation de la loi? Peut-il paralyser le gouvernement dans ses réformes? Et y a-t-il un risque de déstabilisation du Parlement par cette procédure référendaire concurrente? On pose tout de suite la question à nos invités dans notre premier débat. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Sabine Janssen, bienvenue à vous. Vous êtes maître de conférence au CNAM et vice-présidente du comité... Professeur et vice-présidente du comité d'histoire parlementaire et politique. Bienvenue à vous. Paul Cassia est également sur ce plateau. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bienvenue à vous. Également sur ce plateau, Hervé Marseille. Bonjour, président du groupe centriste ici au Sénat, sénateur UC des Hauts-de-Seine. Et puis Patrick Kanner est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes président du groupe socialiste et républicain et sénateur du Nord. Première question pour vous, justement, Patrick Kanner, puisqu'on voit Édouard Philippe dire finalement ouvrir la voie à un référendum, c'est créer une situation dangereuse pour la conduite de l'action publique. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous partagez son analyse? Monsieur Édouard Philippe est un mauvais joueur. Nous n'avons fait qu'appliquer la Constitution, faille ou pas faille. Je rappelle que la souveraineté dans ce pays s'exprime par la voie de la démocratie représentative ou par la voie du référendum. C'est l'article 3 de la Constitution. Donc nous ne faisons qu'appliquer la Constitution. Que ça fasse pas plaisir au gouvernement, je l'entends. Que ça bloque son projet, et encore, il pourrait tout à fait lancer aujourd'hui la privatisation, puisqu'il y a eu confirmation par le Conseil constitutionnel de la loi Pacte, mais il ne le fait pas, c'est son choix politique, ce n'est pas un choix juridique. Donc je trouve très déplacées les remarques de M. Philippe, qui finalement fait partie de ces membres du gouvernement qui considèrent qu'ils ont raison toujours tout seuls, contre tout le monde, et surtout, sur ce point-là, laissons la parole aux Français. Hervé Marseille, votre réaction? J'imagine que vous approuvez plutôt les propos du Premier ministre. Non, je pense... D'abord, je suis heureux de voir que la procédure qui a été voulue par Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, trouve beaucoup plus de supporters qu'elle en avait à l'époque. Mais comme quoi, les années qui passent font mûrir les esprits. On va y revenir à cette proposition de 2 minutes. C'était quelque chose qui était positif. Mais nous pensons qu'il faut mieux encadrer et assouplir, d'ailleurs, le RIP dans la Constitution, parce que c'est vrai que 185 parlementaires, c'est beaucoup, mais 4,5 millions de signataires, c'est encore plus. 4,7. Donc l'idée, d'ailleurs, je parle sous le contrôle de Patrick Kanner, dans les débats qu'on a au Sénat sur la future réforme, il y avait plutôt, j'allais dire, un souci partagé d'assouplir les conditions du RIP. Toutefois, il faut l'encadrer, parce que là, on voit bien, c'est vrai que la loi
Conseil constitutionnel l'a dit, est respectée. Mais on voit bien aussi qu'il y a une petite entourloupe. Bon, c'est la loi du genre, pourquoi pas. C'est vrai que le débat avait eu lieu. Qu'est-ce que vous appelez quand vous parlez déposer, mais c'est la loi du genre, hein, bravo. On parlait de mauvais joueurs, donc je vais dire, je vais être beau joueur. Il y a une faille, c'est comme ça souvent que ça se passe. Et le dépôt de la procédure a été fait à quelques jours du vote définitif. C'est vrai que quelque part, il y a antinomie entre une procédure parlementaire qui était quasiment aboutie et puis une démarche qui a une autre vocation. Donc oui au RIP, mais pas dans ces conditions-là. Est-ce qu'il y a eu une faille juridique, selon vous, Paul Castien ? Non, il n'y a eu aucune faille juridique. Il y a peut-être eu une optimisation de la procédure du RIP, mais les 248 parlementaires qui ont proposé ce RIP ont été parfaitement dans les clous de la Constitution et de la loi organique, comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel. Je note qu'il y a une contradiction très forte et très, je dirais, presque inquiétante entre les propos du Premier ministre qui crie au loup, qui appelle au danger, qui alerte au danger pour la République que serait le RIP, et les propos du Président de la République qui, lui, veut assouplir, comme vient de le dire le Président Marseille, qui veut assouplir les conditions du RIP. Donc il faudrait que l'exécutif s'entende sur ce qu'il souhaite faire du RIP et qu'il ait une ligne claire sur ce point. Comme vient de le dire le président Caner, le gouvernement est aujourd'hui en droit de privatiser le groupe ADP. Donc la procédure du RIP n'empêche en rien, en droit, le gouvernement de poursuivre ses objectifs. Donc il ne le fait pas, Sabine Janssen, que pour des raisons politiques, puisque c'est vrai qu'après cette décision du Conseil constitutionnel le 9 mai, il y a eu quelques jours après la promulgation de cette loi Pacte. On est dans une situation paradoxale, pas toujours compréhensible justement pour les Français qui nous écoutent. Oui, mais il devrait y avoir, si je ne m'abuse, un oral de rattrapage pour le gouvernement jeudi, puisqu'il y a eu des recours contre la loi Pacte et que le Conseil constitutionnel doit rendre une nouvelle décision jeudi. Donc on va voir ce qu'il en est. Le référendum n'aura peut-être jamais lieu de toute façon. Et là, c'est vrai qu'il faut revenir un peu aux conditions de la réforme de 2008. Elle a été pensée, cette révision, je dirais, avec ceinture et bretelles. C'est-à-dire que tout a été fait quand même pour que le RIP soit très difficile à mettre en œuvre. Avec, on comprend bien l'idée que, au fond, l'opinion publique ne peut pas faire concurrence immédiatement à la loi qui est votée par le Parlement. Mais en même temps, on voit bien que nos concitoyens ont envie, ont le désir, ça s'est quand même manifesté à plusieurs reprises là, pendant ce mouvement des Gilets jaunes, de davantage participer, de davantage intervenir. Et de ce point de vue-là, le RIP peut être une solution à condition qu'il soit effectivement contrôlé, encadré et qu'il ne soit pas une instance d'appel. C'est ce que d'ailleurs avait dit, à mon avis, à juste titre, Gérard Larcher au mois de janvier. Et du reste, Emmanuel Macron a repris les propositions, une partie des propositions du Sénat, puisqu'il a demandé à ce qu'on abaisse le seuil des signatures à 1 million et que par ailleurs, on développe un peu le droit de pétition. Donc là, je crois qu'il y a des pistes qui pourraient permettre de favoriser davantage de participation sans rompre avec ce qui fait la démocratie représentative. Patrick Caner. Oui, je voudrais rappeler quand même que on fait du RIP une sorte de monstre anti-démocratie parlementaire. C'est un monstre qui n'est pas encore allé jusqu'au bout entre guillemets de sa puissance et qui n'a été utilisé pour la première fois que depuis 11 ans. Donc, ce n'est pas pour moi une très très grande crainte. Puis, ce qui aurait dû alerter quand même le gouvernement, c'est le vote du Sénat. Un vote contre la privatisation de l'ADP allant de LR jusqu'aux communistes, en passant naturellement par le groupe socialiste et d'autres sénateurs de d'autres groupes. C'est le fait que s'il y avait autant d'opposition sur autant de bancs, peut-être que le projet, fondamentalement, n'est pas un bon projet, parce qu'il y a l'aspect juridique, et je remercie nos deux juristes ici présents de nous aider à comprendre le contexte, mais il y a aussi le fond de ce dossier. C'est une mauvaise affaire pour le pays que de privatiser ADP. Je crois que c'est ça aussi le message que les Français, peut-être, vont faire passer en signant à 4 700 000 personnes cette proposition de référendum potentiel. On va revenir quand même sur les enjeux juridiques de ce référendum d'initiative partagée. C'est une tribune dans le journal Le Monde datée du 15 mai, justement, d'Olivier Duhamel, on va peut-être le voir, qui parle, lui, d'une double faute juridique et démocratique de l'institution. Le légalisme du Conseil constitutionnel, dit-il, pourrait mettre en mouvement une bombe à retardement. Vous comprenez, là aussi, cette analyse, Hervé Marseille ? C'est peut-être un peu excessif. Encore une fois, je pense que
il y a beaucoup de points de vue qui se retrouvent sur le RIP, on l'a dit, y compris le président de la République, qui, comme vous l'avez souligné, madame, comme beaucoup d'autres, dit on peut assouplir pour que ça soit utile. Parce que si on a un RIP mais qui ne sert à rien, là c'est un peu, effectivement, ceinture et bretelle. Donc tout le monde est à peu près d'accord, enfin tout le monde, une grande majorité d'élus sont d'accord pour assouplir les conditions. On peut aussi en profiter pour préciser les conditions d'utilisation du RIP pour effectivement éviter que ça ne se retrouve utilisé contre des votes, j'allais dire, parlementaires récents. Là, pour le coup, comme l'a dit Gérard Larcher, ça serait un troisième tour et une espèce de voie d'appel. Il y a d'autres ouvertures possibles que l'on travaille ici au Sénat les uns et les autres pour entrouvrir la porte, si je puis dire, et permettre une espèce d'aération du système parlementaire par le droit de pétition, le droit d'interpellation. Et là aussi, il y a quand même aussi une majorité susceptible de se retrouver là-dessus. Donc je pense qu'on peut avoir un RIP utilisable, amélioré, plus souple, mais qui soit aussi mieux encadré. Et sans entraver l'action parlementaire, puisqu'on a le sentiment, Paul Cassiac, que finalement ça peut devenir un outil de paralysie de tous les projets de loi, dès que les parlementaires sont contre. Un cinquième qui veut s'opposer à un texte pourra se mobiliser. Il faut absolument arrêter avec ce mot paralysie. Le président Caner vient de le dire, la procédure de l'article 11 existe depuis 2008. Elle est effective depuis le 1er janvier 2015. On a pour la première fois un RIP. Si l'article unique qui est proposé éventuellement au soutien des Français vient paralyser l'action du gouvernement, c'est que vraiment il y a quelque chose de grave qui se passe dans ce pays. Ce RIP ne paralyse rien du tout. Il faut arrêter d'entrer dans cette logique qui est celle de l'exécutif, de dire que parce que ADP, le cas échéant, est soumis à la délibération des Français, l'action gouvernementale est stoppée. Donc le RIP est corseté du début à la fin, à la fois par les parlementaires qui vont dans 9 mois, le cas échéant, avoir leur mot à dire sur la tenue d'un référendum et par le gouvernement. Donc le citoyen n'intervient finalement qu'à titre très subsidiaire dans cette procédure de RIP, à la fois pour donner les 4 millions de soutien, 4,7 millions, et le cas échéant, pour se prononcer par la voie du référendum. Je rappelle, comme vient de le dire le président Caner, que l'article 3 de la Constitution prévoit que la souveraineté s'exerce à la fois par les représentants du peuple français et par le peuple français lui-même. Le dernier référendum en France, c'était 2005. Il est peut-être temps que nous puissions nous exprimer, nous, citoyens et citoyennes, de nouveau. Justement, on va peut-être écouter le président du Sénat qui était interpellé sur cet aspect. C'était chez nos confrères et consoeurs de France Inter. Écoutez. Il y a bien sûr un risque à terme, si cette procédure de cette manière venait à prospérer, de paralysie de la démocratie représentative et de l'exécutif. Vous voyez bien que nous sommes grave partis. Donc, monsieur le Président. Je pense que c'est suffisamment important pour qu'on s'y penche avec sérénité en dépassant les postures partisanes. Vous voyez émerger là une nouvelle loi de la minorité, puisque c'est une minorité qui a mis en œuvre tout le processus du RIP. C'est en tous les cas, par rapport à d'autres possibilités données aux minorités, je pense à la saisine du Conseil constitutionnel, naturellement une forme de troisième tour, au-delà de la démocratie représentative, et un risque d'affaiblissement de cette démocratie représentative. Voilà pourquoi la révision constitutionnelle sera l'occasion de faire le point sur cet équilibre indispensable entre une démocratie représentative auquel je crois profondément et cette part de démocratie participative qui correspond au process référendaire mais qui doit être mis dans un cadre précis. Sabine Janssen, est-ce que ça peut être une déstabilisation du Parlement avec finalement cette procédure qui serait systématisée, une concurrence finalement de cette procédure référendaire ? La question, c'est celle, si je puis dire en bon français, du timing. C'est vrai que là, il y a un peu un effet curieux, puisque, comme on vient de le voir, le Conseil constitutionnel a avalisé l'ouverture de cette procédure, alors qu'on est, disons, on vient de voter, enfin la loi a été votée, elle vient d'être votée. D'ailleurs, si je ne m'abuse, le RIP ne pourra pas s'appliquer à une loi, ne pourra pas revenir sur une loi, abroger une loi qui aura été voté dans l'année écoulée. Donc, malgré tout, il y a des pare-feux, c'est un peu encadré, mais je crois qu'il faut aller au-delà du cas d'espèce, là. Et peut-être, justement, et c'est ce que fait, me semble-t-il, le président du Sénat, regarder de façon beaucoup plus générale, puisqu'effectivement, il y a révision constitutionnelle
sur la table. Hein. Et c'est ça l'enjeu. On voit bien que dans les propositions d'Emmanuel Macron, ce ne sont que des propositions qui, on va voir dans quelle mesure elles vont être mises en œuvre, et bien sûr avec force de négociation, je pense avec le président du Sénat et les élus. Mais il faut arriver à trouver effectivement une juste balance entre davantage de participation, que les Français aient l'impression quand même de ne pas, au fond, être toujours un peu à côté ou en marge, mais en même temps respecter la Constitution et le droit. Sinon, ça sera n'importe quoi. Enfin, effectivement, si on peut systématiquement remettre en cause quelque chose qui a été voté, là, on change de régime. Bon, je crois qu'on n'en est pas là. C'est vrai que c'est un peu, je dirais, de bonne guerre de la part du gouvernement de dramatiser. Hein. Nous n'en sommes pas là, mais il faut se poser ces questions et se poser ces questions quand même sur le plan des principes, me semble-t-il. Comment on trouve un équilibre finalement institutionnel entre justement cette part donnée à cette procédure référendaire et l'action des parlementaires que vous êtes ici, finalement? Bien sûr, mais tout d'abord, l'initiative vient des parlementaires. Il faut le rappeler, on n'est pas dans une logique de RIC. Ça qui peut paraître à double tranchant, finalement, Patrick C'est bien Canet. des parlementaires qui estiment qu'il y a sur un sujet déterminé, un sujet suffisamment important pour que tout le monde se mobilise. Et encore une fois, de toute sensibilité politique, en l'occurrence en dehors notamment des élus de la majorité présidentielle. Donc nous avons fait notre travail dans le respect des textes. Je rappellerai que dans ces équilibres, il y a d'autres procédures qui existent. Un citoyen peut déposer ce qu'on appelle une QPC, une question prioritaire donc de constitutionnalité qui permet éventuellement de remettre aussi un texte en cause quand il n'a pas fait l'objet d'un jugement, voire même quand il a fait l'objet d'un jugement de la part du Conseil constitutionnel. Donc il y a de nombreux outils qui existent dans la Constitution. D'ailleurs, et il faut le souligner, comme le disait le président Marseille, grâce à cette réforme de 2008, qui n'a pas été votée pour lui, il n'était pas encore parlementaire, je crois. À l'époque, moi je n'y étais pas non plus, donc je regarde cela, ça s'est passé. Certains l'ont critiqué, mais il faut reconnaître que sur cet aspect-là des choses, il y a une forme de respiration. Et en fait, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre cette respiration qui, je crois, est demandée par les Français. Et sur le point précis de l'ADP, de sa privatisation ou de sa non-privatisation, les Français ont tranché déjà au niveau des sondages tels qu'on les connaît. Ils estiment que ce n'est pas une bonne chose, encore une fois, pour notre pays. Pardon, alors Sabine Janssen, Hervé Marseille. Oui, je voudrais juste rebondir sur le texte d'Olivier Duhamel. Là, je crois que les juristes sont un peu montés au créneau. Il y a eu aussi une intervention d'Éric Chotel, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. Parce qu'au fond, quand on regarde de près la décision du Conseil constitutionnel, je ne suis pas juriste, mais je regarde attentivement ces choses-là, on voit bien qu'il n'y a pas d'argumentation réelle. Donc, c'est vrai qu'il explique que le RIP ne contrevient pas à la Constitution, mais en même temps, il n'explique pas, il n'y a pas d'argumentaire. Et ça, c'est vrai que c'est un peu troublant. Il parle d'une lecture étriquée, finalement, de l'article 11, et ça ne correspond pas à l'esprit, justement, des constituants, et à cet esprit de 2008. Olivier Duhamel et Nicolas Molfessis n'ont pas le monopole de l'interprétation de l'esprit de la Constitution. Cette tribune mais ça vous fait réagir, et c'était mon but. Oui. Cette tribune est contre-productive. Elle nous oblige à débattre sur un non-sujet. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision absolument incontestable le 9 mai 2016. La semaine suivante, le 16 mai 2019, il a validé la privatisation d'ADP. Ces deux décisions ne sont absolument pas contradictoires. C'est cette tribune qui met le feu aux institutions et pas le Conseil constitutionnel, contrairement à ce que les auteurs disent. Hervé Marseille. Au-delà de tout ça, s'il y a une réforme, parce que on nous parle de cette réforme depuis déjà longtemps, bon, il y a eu des circonstances, mais on va attendre de savoir d'abord sur quel texte. Il semblerait que ça soit allégé par rapport à ce qu'on nous annonçait il y a encore quelques mois. Moi, le vrai sujet dans nos institutions, c'est quand même la prééminence très forte, plus forte que jamais, du président de la République. Tout à fait. Bon, et le vrai sujet, pourquoi on dit, après les Gilets jaunes qui ont exprimé beaucoup de demandes sur ces sujets, il faut créer une participation, etc. C'est le fait que le débat est difficile parce que les députés sont élus en même temps que le président de la République. Et donc, à partir de là, il y a une majorité quasi automatique et il n'y a plus de débat. Parce qu'il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus qu'une majorité. Et comme l'Assemblée a le dernier mot, on tourne j'allais dire, sur un vélo d'appartement où ça pédale tout seul, mais on n'avance pas d'un mètre. Donc, à un moment donné,
le citoyen, il se dit, mais il y a où débat? Et quand il n'y a plus débat au Parlement, il y a débat dans la rue. Et donc, le vrai sujet, il n'est pas tellement sur notre capacité à ouvrir, entrouvrir ou largement ouvrir les portes, parce que nous sommes prêts, évidemment, à le faire, en maintenant des conditions de stabilité, parce que, en plus, avec un quinquennat qui va déjà très vite, si en plus, au milieu, on peut en permanence refaire le débat dans le débat, on ne va pas en sortir. En revanche, le vrai sujet, c'est sur les conditions de création d'une majorité au lendemain de l'élection présidentielle. C'est ça le vrai sujet, enfin à mes yeux. Parce que le reste n'est que, j'allais dire, un peu complémentaire par rapport à l'essentiel. Patrick. Je reconnais avec M. Marseille qu'il ne fallait pas inverser le calendrier des élections, mais c'est un débat qui remonte à quelques années. Par contre, dans les interventions du président de la République, notamment suite au grand débat, il a évoqué plusieurs pistes de réforme constitutionnelles et institutionnelles, mais la seule piste qu'il n'a pas évoquée, c'est son propre rôle. On a l'impression que, voilà, que Jupiter est intouchable et on s'aperçoit qu'il est plutôt aujourd'hui un paratonnerre. Donc on a une vraie difficulté et tant qu'on n'aura pas mis sur la table aussi la fonction présidentielle, je pense que ce pays connaîtra beaucoup de soubresauts. Oui, c'est tout à fait juste. Et on voit bien qu'il a totalement récupéré le grand débat. Et au fond, dans la veine gaullienne, il essaye, si je puis dire maintenant, de disposer des deux instruments. Le Parlement, dans lequel il a une majorité écrasante, et puis potentiellement les citoyens qui seraient appelés à se prononcer. Voilà, donc c'est vrai qu'il a retourné totalement la situation. On va revenir au RIP, si vous voulez bien, puisque la procédure suit son cours. Christophe Castaner n'a pas reçu les parlementaires concernés. Oui, enfin, les patrons, entre guillemets, de groupes parlementaires l'ont saisi au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel validant Pacte. Nous voulions simplement rencontrer M. Castaner pour voir dans quelles conditions matérielles, techniques, le ministère de l'Intérieur allait mettre en œuvre les 9 mois de consultation des Français. Et il nous a renvoyés vers le Conseil constitutionnel. Il a juridiquement raison. Mais il a politiquement tort. Savoir que quand des présidents de groupe demandent au ministre de l'Intérieur une rencontre de travail, si ce n'est lui-même, il aurait pu nous faire rencontrer par son directeur de cabinet. Je le regrette, ce n'est pas très élégant de sa part. Il a été interpellé aux questions d'actualité ici au Sénat par la communiste Cécile Cukierman. Je vous propose d'écouter sa réponse. C'est vous, monsieur le ministre de l'Intérieur, qui, selon l'article 3 de la loi organique de 2013-1114 du 6 décembre 2013, devait mettre en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi soumise à référendum. C'est pourquoi 8 parlementaires, dont 5 présidents de groupe représentant 226 députés et sénateurs, ont souhaité vous rencontrer pour examiner avec vous les conditions de la plus large participation à cet événement citoyen. Or, à ce jour et par courrier, vous avez refusé de les recevoir. Effectivement, le 9 mai, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation de l'aérodrome de Paris. J'ai transmis immédiatement votre demande, celle des présidents de groupe au président du Conseil constitutionnel, pour lui dire qu'évidemment, comme je l'ai indiqué dans mon courrier, je me tenais à sa disposition. Et en fonction de sa décision, dès lors que le ministère de l'Intérieur agit pour son compte, j'aurai évidemment l'occasion de préparer et de présenter tous les documents qu'il sollicitera, y compris de rencontrer les présidents de groupe. Paul Cassia, est-ce que le gouvernement essaye par tous les moyens de faire encore échouer cette procédure? Les textes sont très clairs, comme vient de le rappeler la sénatrice Cukierman. La loi organique de 2013 et le décret d'application de 2014 donnent au ministre de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, le soin d'organiser la collecte des soutiens. Et cette collecte est organisée sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Mais ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui centralise les soutiens, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui les collecte. Le Conseil constitutionnel est chargé de vérifier que le ministère de l'Intérieur fait bien son travail. Et donc c'est cette administration-là qui est chargée d'organiser le recueil des soutiens. Oui. Quelle lecture faites-vous de cette séquence, Sabine Janssen? On sent peut-être que le gouvernement tente encore, je le disais, de faire échouer cette procédure. Il n'exclut pas d'ailleurs peut-être une seconde délibération. Ça, c'est encore possible? Oui, je pense qu'il est très embarrassé et je pense qu'il attend quand même là l'arrêt, la décision du Conseil constitutionnel à la suite des recours, hein, je pense. Et qu'il est exact que si le Conseil constitutionnel se prononce cette fois contre la loi Pacte, ça va remettre, ou pour, ça remet en cause, ça fait tomber, si c'est pour, ça remet en cause, s'il ne donne pas droit au recours, ça remet en cause de facto le référendum. Il n'y aura pas de référendum dans ces cas-là.
Hervé Marseille. Il y a quand même un calendrier très bizarre jusqu'à l'été prochain, dans un an. Parce qu'on annonce beaucoup de choses, très bien, mais les parlementaires que nous sommes devons regarder le calendrier parlementaire. Or, on sait très bien que maintenant, systématiquement, on travaille jusqu'au 31 juillet, très bien. Il y a quelques ponts. Il y a un congrès qui est prévu le 8 juillet à Versailles, donc vraisemblablement on va nous annoncer la route jusqu'à l'été prochain. Et il y a une réforme institutionnelle qui est prévue. Alors on sait qu'à partir de la fin septembre, on est dans les budgets. Donc la fenêtre, j'allais dire parlementaire, elle est quand même assez étroite dans les navettes avec l'Assemblée. Donc il va y avoir un calendrier pour le RIP qui se poursuit. Il y a 9 mois pour recueillir les signatures. 9 mois pour 4,5 millions de signatures. Après, il faut les contrôler. Parce que c'est en temps réel. C'est possible que ce soit en temps réel. À partir du moment où on a soutenu, le ministère a 5 jours pour vérifier que la signature est... Parce qu'ils ont 5 jours de rétractation possible. Oui. Parce que dans les préfectures, il n'y a pas grand monde. Et il faut qu'ils préparent les municipales, etc. Il y a validation quand même par le Conseil constitutionnel à l'issue de la fin. Donc il y a un calendrier très contraint et quasiment simultané avec la fin de la réforme institutionnelle. Parce que s'il y a réforme institutionnelle à la rentrée avec les navettes, on tombe pour un congrès en mars-avril de l'année prochaine, c'est-à-dire pile au moment, j'allais dire, de la sortie du RIP, s'il y a les signatures. Le parcours est donc semé d'embûches, ça sera le mot de la fin. Patrick Caner, on le voit bien. C'est un marathon avec une cour d'obstacles au milieu. Je voudrais évoquer avec vous la situation de Vincent Lambert et le débat, comme l'émoi, qu'il suscite dans le pays. Et je voudrais le faire sans céder à la tentation qui, dans cette affaire, peut tous nous guetter, quelles que soient nos convictions intimes, celles des postures établies d'avance, des certitudes toutes faites. Devant une telle situation, ayons l'humilité, ou plutôt l'humanité de compatir et l'humilité de reconnaître. Compatir, parce qu'au-delà des positions des uns ou des autres, il y a un drame, il y a le silence d'un homme, il y a la douleur déchirante d'une famille déchirée, exposée sur la place publique. Il y a aussi la détresse d'une épouse et l'espérance d'une mère. Reconnaître, car reconnaissons que ni le droit ni la médecine ne nous offrent des réponses indiscutables. L'institution médicale est divisée. Quant à l'institution judiciaire, l'arrêt rendu hier soir par la Cour d'appel de Paris démontre que sur le plan du droit également, des interrogations demeurent. Alors, qui croire? Que croire? Il n'y a pas, mes chers collègues, de certitude. Qui sait ici, dans cet hémicycle, ce que veut Vincent Lambert? Qui pourrait affirmer savoir ce que les médecins eux-mêmes ne savent pas? Ayons la force d'esprit et de cœur d'admettre que nous ne savons pas. Peut-être devrions-nous nous interroger avec humilité sur deux questions fondamentales que je vous pose, Madame la Ministre. D'abord, jusqu'où pouvons-nous considérer qu'une vie ne vaut plus la peine d'être vécue? Et puis, enfin, l'incertitude, le doute et les décisions parfois contradictoires dans cette terrible affaire font craindre à beaucoup de Français le risque d'une dérive préjudiciable aux plus fragiles, une sorte d'insécurité éthique. Ne faut-il pas, Madame la Ministre, tirer dès à présent les leçons de ce drame? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bernard Fournier. Je crois pouvoir dire que, comme beaucoup de Français, nous sommes tous nombreux ici à être bouleversés par cette situation, par ce drame familial. Elle touche à l'intime de chacun d'entre nous. Vous le savez, l'État français a toujours été soucieux de s'assurer que l'application de la procédure d'arrêt de traitement en cas d'obstination déraisonnable respectait le cadre de la loi Claes-Leonetti votée en 2016. Hier soir, la Cour d'appel de Paris a accepté la requête des parents de Vincent Lambert et a ordonné la reprise des traitements
afin de faire exécuter les recommandations du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. L'équipe médicale en charge de Vincent Lambert appliquera ces mesures provisoires. Je n'en dirai pas davantage sur ce cas particulier. Aujourd'hui, encore plus que jamais, nous devons respecter l'intimité et la douleur de la famille et des proches de Vincent Lambert. La seule leçon que nous pouvons retenir de cette situation est que chacun remplisse ses directives anticipées. Chaque personne majeure peut, depuis la loi Claes-Leonetti de 2016, rédiger par avance une déclaration pour préciser ses volontés en fin de vie. Chacun peut inscrire son refus ou sa volonté de poursuivre, de limiter ou d'arrêter les traitements ou les actes médicaux. Les consignes données dans les directives anticipées permettent aux équipes médicales de prendre en charge les patients en respectant leur propre volonté. Ces directives anticipées, on peut les remplir sur Internet. Elles sont également accessibles dans le dossier médical partagé. J'engage chaque Français aujourd'hui à les renseigner. Je vous remercie. Madame la ministre, donc en fin de semaine dernière, près de 50 000 lycéens ont fait les frais d'un bug de Parcoursup. À la mise en place de ce nouveau dispositif, nombreuses étaient les personnes à s'émouvoir de l'impact psychologique des situations liées à l'attente de réponse et de vérification des classements. Mais qui aurait pu prévoir un tel ascenseur émotionnel pour ces jeunes gens à un mois du début des épreuves du baccalauréat? Comment en est-on arrivé là, moins de 2 ans après le fiasco d'APB? Les témoignages de lycéens déçus et de familles inquiètes et affluent. Et en filigrane se dessine à nouveau la grande interrogation de ceux-ci à propos des algorithmes et du manque de transparence de la plateforme. Vous nous expliquez que 400 formations auraient fait des erreurs humaines, mais comment autant de formations ont-elles pu aussi ainsi faire tant d'erreurs? N'y a-t-il pas eu vraiment aucune instruction de vos services, ou à tout le moins, les directives données n'ont-elles pas péché par manque de clarté? Dans les deux cas, Madame la Ministre, il en est de votre responsabilité. Nous sommes nombreux à nous interroger et à nous demander si les formations n'ont pas été sciemment encouragées à gonfler excessivement leur taux de surréservation pour raccourcir les délais d'attente pour les candidats et accélérer la fameuse convergence. Madame la Ministre, le sujet est grave, la représentation nationale va vous écouter pour entendre, en sorte que les 900 000 candidats inscrits sur Parcoursup et leurs familles attendent des réponses claires et précises. Je vous remercie. Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Vidal, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jacques Grosperrin. Vous avez raison de le rappeler, les erreurs qui ont été commises par les formations sont inacceptables et elles ont suscité beaucoup de faux espoirs chez de nombreux candidats. Mais au-delà de ça, sur les 2% de formations qui ont commis ces erreurs, ce que je dois dire, c'est que à la fois le service central qui gère Parcoursup et qui a vu apparaître ces erreurs, comme les responsables de ces formations, ont souhaité réagir immédiatement de façon à ce que l'ensemble des 900 000 candidats puissent, avec quelques heures de retard, obtenir des propositions dans un contexte qui avait été totalement corrigé pendant la nuit. Et c'est l'accompagnement humain qui a aussi été mis en place par les rectorats, par les responsables de ces formations, par les professeurs principaux et les proviseurs des lycées qui accueillent ces lycéens, que je voudrais saluer aujourd'hui. Ce à quoi vous faites référence, et c'est ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer tout à l'heure, n'a rien à voir avec ce phénomène d'erreur qui s'est produit. Il est normal que lorsqu'une formation a 30 places, elle puisse appeler une quarantaine de candidats, car nous le savons tous ces candidats ne se présenteront pas à la rentrée. Et c'est d'ailleurs un nombre de places qui, du coup, ne peuvent pas être offerts à l'ensemble des candidats. Ça, c'est ce que l'on appelle effectivement un taux d'appel supérieur de 30% à la norme. Mais les erreurs que nous avons constatées et que le service Parcoursup ont constatées étaient d'une toute autre ampleur. Ce sont des BTS à 12 places qui ont appelé plus de 300 candidats. Ce sont des classes préparatoires à 30 places qui ont appelé plus de 600 candidats. Ils ont simplement interverti le chiffre d'appel avec le chiffre de la liste d'attente. Et c'est ce sujet-là que j'ai demandé à l'inspection générale de vérifier, de façon à ce que nous puissions mettre en place des contrôles qui évitent que ces erreurs humaines se reproduisent. Je vous remercie. Monsieur Grosperrin.
50 000 candidats affectés par le bug sur les quelques 900 000 inscrits, c'est trop. 400 formations qui se sont trompées alors que l'année précédente, aucune s'est trompée. Donc ça nous interpelle. Est-ce que cette année, c'était pas assez clair ou mal accompagné? S'il y a erreur, j'entends bien votre empathie aujourd'hui, vos excuses, mais je crois que ça aurait été important aussi que les lycéens les entendent aussi. Et puis vous interpellez, Madame la Ministre, sur le fait que les boursiers actuellement ont une réponse positive, alors qu'il y a des étudiants, des lycéens très brillants qui n'ont aucun résultat. Et ça les interroge, en tout cas ça les interpelle au sein de la même classe. Et à l'heure où justement nous venons de voter avec le ministre Jean-Michel Blanquer l'école de la confiance, il nous faut retrouver cette transparence de ce Parcoursup. Je vous remercie. On ouvre à présent notre page consacrée au projet de loi santé. L'examen en séance aura lieu le lundi 3 juin. Parmi les enjeux, la lutte contre la désertification médicale et l'organisation territoriale des soins. Jonathan Dupriez. La Commission des affaires sociales examine le projet de loi santé et ses 384 amendements. Le Sénat a logiquement apporté quelques modifications au texte voté à l'Assemblée. Les sénateurs ont notamment adopté un amendement visant à inciter les jeunes médecins à s'installer, moyennant une exonération de charges sociales. Mais pour le rapporteur, les moyens ne sont pas suffisants pour mettre en œuvre les réformes à venir. Je pense que ce texte-là va subir le même sort que les textes précédents, parce que s'il y a des choses intéressantes dedans, les GHT, les CPTS, les hôpitaux de proximité, il n'y a pas les moyens financiers mis en face pour leur permettre d'aboutir. En revanche, la question des déserts médicaux divise les sénateurs. D'un côté, la Commission des affaires sociales penche pour des mesures incitatives pour les médecins. De l'autre, la Commission de l'aménagement du territoire saisit pour avis, qui plaide pour des moyens de contraindre l'installation des médecins en zone désertifiée, en mettant dans la balance le conventionnement des praticiens à l'assurance maladie. Cet amendement vise à mettre en œuvre un système dit de conventionnement sélectif, afin de limiter les installations des médecins dans les zones surdotées, selon un principe une arrivée pour un départ. Amendement rejeté, pour la Commission des affaires sociales, cela va trop loin. C'était plus que de la régulation, c'était de la coercition, c'est ce que j'évoquais. Alors on peut comprendre que la commission aménagement du territoire intègre à leur réflexion ce problème des zones sous-denses. Pour autant, c'est même pas le fait de dire on est contre des mesures coercitives, c'est que nous sommes pour la plupart convaincus qu'elles ne seront pas efficaces. Certains des amendements rejetés aujourd'hui pourraient être réintroduits au moment de l'examen du projet de loi santé en séance publique à partir du 3 juin prochain. Alors avant d'ouvrir le débat avec mes invités, on retourne à la salle des conférences avec vous, Tam Tranui, avec le sénateur socialiste de l'Aisne, Yves Daudigny. Oui, Yves Daudigny, eh bien, il y a bien sûr ce sujet qui a émergé lors du grand débat, celui des déserts médicaux. Est-ce que pour vous, le projet de loi santé est-il à même de répondre à ce problème aujourd'hui ? Il n'y a pas vraiment dans le texte qui est proposé à la discussion de mesures susceptibles de bouleverser demain le sujet ce qu'on appelle d'ailleurs assez improprement des déserts médicaux. Alors il existe deux lignes aujourd'hui au Sénat. Les partisans, c'est transcourant d'ailleurs dans tous les groupes politiques, de mesures d'autorité coercitives. Plutôt dans la commission d'aménagement du territoire. Oui, aussi à la commission des affaires sociales, il y en a certains, mais ils ne sont pas nombreux à la commission des affaires sociales. Donc partisans d'un conventionnement... Il y a beaucoup de médecins aussi à la commission des affaires sociales. Un conventionnement sélectif. Et puis il y a ceux qui pensent que ces mesures ne conviennent pas. J'en suis. Je ne pense pas que des mesures d'autorité coercitive puissent aujourd'hui être une solution pour plusieurs raisons. Nous sommes en face d'un problème de société, d'un problème de génération, de comportement des nouveaux médecins qu'il faut prendre en compte. Et puis, dans tous les autres pays du monde où des mesures d'autorité ont été expérimentées, elles ont échoué. Elles n'ont pas atteint les objectifs qui étaient fixés. Alors que préconisez-vous ? On sait d'ailleurs la ministre, elle aussi, est en défaveur de mesures coercitives. Oui, et la précédente ministre également. Oui. Donc, le précédent gouvernement... Il y a une constante là-dessus. Était sur la même ligne que le gouvernement actuel. Nous pensons que les efforts et le point doivent être portés sur la formation des médecins, donc des jeunes médecins. La question étant que la formation d'un médecin, c'est de 9 à 12 ans. Donc si les mesures s'appliquent à ceux qui rentrent dans le système de formation, les effets ne seront perceptibles que dans une dizaine d'années. Donc le coup de génie, ce serait de trouver des mesures qui puissent s'appliquer le plus rapidement possible, sinon
immédiatement, mais dans le cadre donc d'un accord avec les médecins en formation. Alors, nous y réfléchissons dans notre groupe et pas vous dire exactement le contenu aujourd'hui, mais il est vraisemblable qu'en séance, donc au mois de juin, nous proposerons une mesure qui permettrait d'apporter des éléments de réponse donc très sérieux à cette question donc, de l'absence de médecins sur de nombreux territoires. Oui, vous l'avez dit, ce qui est difficile, c'est de résoudre ce problème là, maintenant, tout de suite. Est-ce que pour vous, la réforme du numerus clausus peut à terme contribuer à résoudre ce problème? Le nombre de médecins aussi est insuffisant. Ce n'est pas l'objet. Non, pour vous, c'est décorrélé. Ce n'est pas l'objet. La ministre a dit très clairement que la suppression du numerus clausus n'avait pas pour objectif d'augmenter le nombre de médecins, de modifier les études médicales, de varier les profils de médecins, de mettre en place des passerelles qui n'existent pas aujourd'hui. Mais une mesure qui va s'appliquer en numerus clausus maintenant aura des effets dans 10 ans. Or, nous sommes sur 4, 5, 6, 7 années à venir, très difficiles, et c'est une solution beaucoup plus rapide qu'il faudrait trouver. Pour vous, ce projet de loi est-il bien écrit? Qu'en pensez-vous et de quelle façon voulez-vous le modifier sur son ensemble? Très rapidement, mais je veux dire que Ma Santé 2022, présenté par le président de la République, avait plutôt bien été accueilli. Bon. La traduction législative aujourd'hui, moins bien. Cette traduction législative soulève des questions, beaucoup de doutes et amène à des oppositions. Alors pour 2 raisons. La première, c'est la question des moyens. Alors c'est vrai que ce n'est pas l'objet de la loi, mais il n'est pas envisageable que notre système de santé soit modifié à moyens équivalents ou même à moyens diminués. Il y a ce premier sujet avec les comptes de la sécurité sociale. Et le deuxième sujet, ce sont les ordonnances qui sont prises sur des périmètres trop important pour nous et sur des sujets essentiels. Il n'est pas pour nous acceptable que le gouvernement puisse tout seul, par voie d'ordonnance, réorganiser l'offre de soins dans notre pays. Et passer par-dessus le Parlement. Voilà. Merci beaucoup Yves de Digny d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. Alors comment lutter contre les déserts médicaux? Comment inciter les médecins à s'installer dans des zones sous-dotées? Faut-il des mesures davantage coercitives? 2 visions s'opposent au Sénat. On en parle tout de suite dans notre débat. Et sur ce plateau, Hervé Maurey, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sénateur centriste de l'Eure. Sur ce plateau également, Jean de Kervazoué, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Vous êtes économiste de la santé, titulaire de la chaire d'économie et de gestion des services de santé du Conservatoire national des arts et métiers. Bienvenue à vous. Le sénateur Michel Amiel est également avec nous. Vous êtes sénateur En Marche des Bouches-du-Rhône et vice-président de la commission des affaires sociales. Vous êtes par ailleurs médecin, je le précise. Et puis Daniel Chassaing, vous êtes sénateur Les Indépendants de la Corrèze, vice-président de la commission des affaires sociales, également médecin. Bienvenue à vous. Hervé Maurey, on sent clairement qu'il y a 2 visions, je le disais, qui s'opposent au Sénat sur cet aspect des mesures coercitives contre des mesures incitatives. Alors, est-ce que vous espérez avoir gain de cause cette fois? D'abord, je crois que les mots ont leur importance et personne autour de cette table, à ma connaissance, en tout cas pas moi, ne prône des mesures coercitives. Si je le dis, c'est parce que les mots ont un sens. La coercition, c'est quoi? Ce serait quoi? Ce seraient des mesures, et certains portent ces mesures, on l'entendra dans le débat dans l'hémicycle, ce serait de dire les médecins, quand ils sortent, ils doivent être affectés dans tel ou tel secteur. Selon le principe que certains rappellent des instituteurs, par exemple. Mais ce n'est pas ce qu'on propose. Ce qu'on propose, c'est la régulation. Parce qu'il n'y a pas de liberté qui ne soit pas régulée. Et la régulation, c'est, dans l'amendement qui a été adopté hier par la Commission, c'est que d'abord, on fait une négociation entre les médecins et l'assurance maladie pour essayer que les médecins aillent prioritairement là où il y a besoin. Et si ça ne marche pas, on met en place une mesure de régulation très simple, qui existe déjà en France pour les kinés, pour les infirmières, pour les sages-femmes. C'est le 1 pour 1. C'est-à-dire que si un médecin veut aller dans une zone où il y a déjà beaucoup de médecins, il faut qu'il y ait un départ. Ouais. Donc vous voyez que ça n'est pas de la coercition. Ça peut quand même apparaître comme de la coercition, Hervé Maurey. On va demander à Michel Amiel. Mais non, écoutez, je suis désolé. Madame Buzyn elle-même, hier soir, nous en a donné acte en commission. Elle avait commencé par parler de coercition. Elle a dit oui, excusez-moi, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de coercition à l'Assemblée nationale. Ce que vous proposez, ça n'est pas de la coercition, c'est de la régulation. Je crois que c'est important d'utiliser les mots justes, parce que ce sont ceux qui veulent rester dans des solutions qui ont montré malheureusement depuis 25 ans
qu'elle ne fonctionnait pas, qui veulent caricaturer et déformer nos positions en disant qu'on prône la coercition. La coercition, ça n'est pas ça. Ça n'est pas obliger les médecins à aller là où ils ne veulent pas. C'est réguler leur l'audition d'Agnès installation. Buzyn, la ministre de la Santé et des Solidarités. Elle était auditionnée au Sénat. On va l'écouter et je vous donnerai la parole, Michel Amiel. Ne nous leurrons pas. Personne aujourd'hui dans le monde n'a de recette miracle sur les déserts médicaux. Et les Allemands et les Canadiens m'ont convaincu que tous les mécanismes coercitifs qu'ils ont essayé de mettre en place ont été des échecs notables. Et ils ont tous arrêté, ils sont tous revenus sur toutes les mesures de coercition. Alors là, elle emploie bien ce terme de coercition, Agnès. Après, elle s'est excusée. Elle a dit qu'effectivement, nous prônions la régulation. Ça n'est pas la même chose. Michel Amiel. Oui, on ne va pas se battre sur des mots. Je suis d'accord avec Hervé Maurey, mais je peux. Je suis d'accord avec Hervé Maurey. Effectivement, ce n'est pas de la coercition, c'est de la régulation. Par contre, la question est de savoir, est-ce que cela sera efficace ? C'est ça la question que je pose. Mon collègue disait, on l'a fait avec les infirmières. Oui, mais il y a une différence. C'est que la profession des infirmières était largement représentée, pour ne pas dire surreprésentée. Dans le cas des médecins, il manque de médecins, ou en tout cas, il manque de temps médical. Pourquoi je parle ainsi ? Ce n'est pas pour jouer sur les mots, mais le temps consacré au travail médical par les médecins qui sortent aujourd'hui, passez-moi l'expression, sur le marché, est très différent de celui, mettons, de ma génération, sans remonter plus loin. C'est-à-dire que pour faire, passez-moi l'expression, un médecin libéral d'il y a 30 ans, il en faut 2 aujourd'hui, en termes de temps de travail. Moi, je vois, j'ai des collègues, non pas médecins là, mais des collègues maires, qui ont salarié des médecins sur la base de 35 heures. Le modèle économique ne tient pas. Alors, pour revenir à la proposition de M. Moret d'une régulation, effectivement, sur la base, c'est pas ma proposition. Bon, enfin, on va se battre là-dessus. Sur la base, oui, d'accord. Si on déforme tout, effectivement, on n'arrive pas. Je ne pense pas déformer. En tout cas, je ne suis pas dans le corporatisme tout en état médecin. Je ne pense pas que ce soit efficace et ça risque, me semble-t-il, je dis ça sans esprit polémique, d'aboutir à une médecine à 2 vitesses. Parce que on va conventionner de façon sélective, ça va donner quoi ? Les médecins ne vont pas s'installer dans le domaine donné, sauf au remplacement 1 pour 1. Que vont-ils faire ? Est-ce qu'on va encourager la profession médicale ? Et encore une fois, ce n'est pas le fait de prendre la défense des médecins. J'essaie d'être réaliste. Aujourd'hui, certes, il y a l'abolition du numerus clausus, encore que le terme ne me convienne pas non plus, puisque les mots sont importants. Je ne pense pas qu'il règle le problème de la démographie médicale et on y reviendra. Inefficace, ce système de conventionnement sélectif dans les zones surdotées sur le principe d'un départ pour une arrivée, nous dit Michel Amiel. Moi, je ne suis pas opposé. Si vous voulez, je pense que par le biais d'une expérimentation, je pense que ça pourrait très bien se faire. On peut aussi avoir d'autres propositions, c'est-à-dire que les étudiants en 3e cycle, il y a 3 ans en 3e cycle, la première année d'internat, il y a 2 ans après, eh bien, je pense qu'on pourrait demander à ces étudiants qui peuvent aider le médecin installé à être des médecins adjoints. Et je pense que ça, c'est une proposition qui serait très importante. S'il y a 4000 étudiants qui sont dans le 3e cycle pour être en médecine générale, on leur demanderait d'aller comme médecins adjoints dans les territoires, notamment dans les territoires sous-dotés. Deuxièmement, vous savez qu'il y a 400 postes qui avaient été mis en place. Alors là, bien sûr, il faut les financer, parce que 400 postes, ça ne suffira pas. Et 400 postes qui pourraient être affectés dans les hôpitaux de proximité, dans le cadre d'un projet territorial de santé. Alors, il faut plus de 400 postes, donc il faut des financements complémentaires. Et s'ils sont dans ces hôpitaux périphériques, bien sûr, des hôpitaux de proximité, eh bien, l'hôpital, qui aura un rôle très important dans le projet territorial de santé, pourra affecter ses médecins dans les maisons de santé. Je pense que ça, c'est une solution. Bien sûr, c'est directif, mais il va falloir à un moment être un peu directif. Alors, que dit l'économiste de la santé présent sur ce plateau, Jean de Kervazo, sur ce débat, éternel débat, j'ai envie de dire, qui concerne l'installation, la liberté d'installation des médecins ? Qui n'a pas d'intérêt.
qui n'a pas d'intérêt et qui n'aura pas d'efficacité pour une raison très simple, c'est que il y a beaucoup de médecins qui vont partir à la retraite, et donc le remplacement un pour un n'aura pas d'effet. Alors, si vous voulez, là, on paye une impéritie de gouvernements de droite et de gauche qui remonte à très très loin. Alors pour que vos spectateurs comprennent, ceux qui nous écoutent comprennent, il y avait 60 000 médecins en 68. Il y en a aujourd'hui 230 000. Bon, donc, alors que la population est passée de 45 millions à 67 millions. On voit bien que le problème, c'est la répartition, justement. Oui, mais le numerus clausus a joué quand même un rôle tout à fait essentiel, puisqu'on est passé de 8 000 à 3 000. Or, ça, c'est en deuxième année de médecine. Hein, et on est remonté à 8 000. Et ça joue sur 50 ans. Donc, quand on sélectionne à 19-20 ans quelqu'un, il va travailler pendant 50 ans. Et on paye aujourd'hui la péritie des numerus clausus de 97. Alors, on paye une deuxième impéritie, parce qu'il n'y a pas un numerus clausus, il y en a 3. Il y a celui de la deuxième année de médecine. Mais il y a aussi le partage généraliste-spécialiste. Et il y a celui, à l'intérieur des spécialistes, combien de psychiatres, combien d'ophtalmos, combien de... etc. Alors, le problème, à mon avis, c'est pas là, on cherche des solutions là où sont les symptômes. Or, la cause, elle est beaucoup plus profonde. Et la cause, elle est dans le rôle de la médecine de premier accès, et notamment des généralistes. Donc, la question est de savoir comment valorise-t-on sérieusement, autrement qu'en passant de 25 à 26 ou à 27 euros, la consultation des généralistes. Or, il y a un système que je prône et qui existe dans beaucoup de pays d'Europe du Nord, qui est qu'au lieu de payer des actes, on paye la prise en charge des malades, ça s'appelle la capitation, et qu'on crée enfin des maisons médicalisées. Si vous voulez, la France a le talent de pervertir les bonnes idées. Donc on tourne autour de la coordination de la prise en charge sans en prendre les mesures. On dit qu'il faut créer des maisons médicales sans en prendre les mesures. Et donc on ne résolvera la question des déserts médicaux, sachant qu'en plus il y a deux types de déserts médicaux. Il y en a chez vous dans la Creuse, mais il y en a aussi en Seine-Saint-Denis. donc c'est pas du tout les mêmes. Donc si vous voulez, je pense que tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt, que ça ne résolvera pas le problème et que le vrai problème, c'est une autre mesure qui est comment peut-on seconder les médecins pour la prise en charge des personnes dépendantes et comment peut-on valoriser la médecine générale. Alors, Hervé Maurey. Oui, mon collègue Amiel disait qu'il redoutait que ce que nous préconisons à la Commission de l'aménagement du territoire mette en place une médecine à deux vitesses. Mais aujourd'hui, en matière de santé, on a une France à deux vitesses. On a d'un côté des citoyens qui peuvent accéder à des soins dans des délais raisonnables, et d'un autre côté des Françaises et des Français qui parfois attendent des mois pour consulter un spécialiste. Au point que dans certains cas, ça vaut même plus la peine qu'ils aillent à ce rendez-vous parce que la pathologie a tellement évolué que la science ne peut plus grand-chose pour eux. Et on est à la veille de drames sanitaires avérés. Tous les jours, déjà, il y a des drames sanitaires, c'est-à-dire des gens qui auraient été sauvés s'ils avaient été pris en charge plus tôt. Et ça, je crois que c'est quand même assez important. Et c'est pas un hasard si ce thème, qui n'avait pas été fléché par le président de la République ni par le gouvernement dans le grand débat, s'est imposé comme un thème majeur, avec un sondage qui montre que 87% des Français seraient attachés à des mesures coercitives. Et là, je dis bien coercitives. Donc, le président de la République n'a absolument pas, dans ses propos lors de sa conférence de presse, répondu à ce sujet. Et nous, Sénat, qui sommes l'Assemblée représentant les territoires, on aime à le répéter, je ne peux pas imaginer un seul instant que ce texte ressorte du Sénat avec un volet aussi pauvre du point de vue territorial qu'il n'est entré. Donc, on a fait des propositions, on a adopté hier 30 amendements. On n'a pas simplement adopté l'amendement auquel vous faites référence. On a adopté des amendements sur la délégation d'actes, sur la formation, en proposant des stages obligatoires. Et la proposition du rapporteur au début, c'était d'inciter au stage. Et les membres de la commission ont dit non, l'incitation au stage, il faut qu'il soit obligatoire. Donc, on a tout un arsenal de propositions qui ont d'ailleurs à ce stade tout été rejetées par la commission des affaires sociales. J'en prends acte. La séance viendra début juin, le 3 juin, on refera des propositions. Et encore une fois, je ne peux pas imaginer que le Sénat ne marque pas fortement ce texte d'une dimension territoriale. Est-ce qu'il sera présent après l'examen en séance au Sénat, Michel Amiel ? De toute évidence, en séance, le sujet va revenir. Alors, au sein de la Commission des affaires sociales, il y avait quand même des nuances. Je ne vais pas jouer sur les mots, là encore, mais j'étais pas contre un peu d'incitation coercitive. Tiens, pour jouer un peu là-dessus. Oui. Et en particulier, je viens de l'inventer. Tu as bien fait de venir. Concernant les stages, moi, je suis pour. Et je distingue deux types de stages, en étant bien conscient que ça ne résoudra pas tout. Un stage de sensibilisation
au cours du deuxième cycle des études médicales, c'est-à-dire la possibilité pour un étudiant en médecine d'aller faire un stage dans des zones sous-denses pour s'imprégner des particularités de l'exercice dans ces zones-là. Ça ne va pas sans poser quelques difficultés logistiques, de déplacement, de logement, etc. Par contre, et je déposerai cet amendement en séance publique, concernant le troisième cycle, excusez-moi si je suis un peu technique, il y a une DES aujourd'hui qui fait 3 ans en médecine générale. Selon les directives européennes, il devrait faire 4. C'est ce que demandent aussi les professeurs en médecine générale, pour d'autres raisons sans doute. Je serais favorable à passer à 4 ans de la façon suivante. Les 2 premières années seraient dédiées à l'enseignement pur et dur, soit à l'hôpital, soit chez un maître de stage en médecine ambulatoire. Et les 2 dernières années, ça rejoint un petit peu la proposition de mon collègue et confrère Chassaing, seraient dédiées, alors moi je disais carrément au remplacement. Parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, les médecins n'ont plus de remplaçants. Donc les 2 dernières années du 3e cycle ne seraient plus franchement universitaire. Alors, ça bouscule un petit peu les choses, parce que le 3e cycle reste quand même du domaine universitaire, raison pour laquelle je pense que Mme Buzyn sera contre cette mesure. Mais je crois qu'il faut savoir un petit peu innover, et que l'idée parte des territoires et des sénateurs, pourquoi pas. Donc, 2 ans de 3e cycle pour le remplacement en médecine ambulatoire. Parce qu'à l'Assemblée nationale, cette mesure a été retoquée, hein, cette obligation de faire un stage en zone sous-dotée, justement, avant l'internat. Ça, c'est le 2e cycle. Si on veut tout retoquer, on ne fait plus rien. On n'y arrive plus, on fait plus rien. Bon, la coercition, je dis, on peut le faire en titre expérimental, mais ce qui est proposé, qui a expliqué, j'y reviens pas, Michel Amiel, c'est quelque chose qui peut apporter immédiatement que vous avez rejeté ce matin en affaires sociales. Hein. Nous, on l'a proposé hier, ça a été rejeté ce matin aux affaires sociales. Attendez, ça n'a pas été rejeté par tout le monde. Et en tout cas, ce sera remis, ça a été dit, en séance. Donc, c'est quelque chose qui peut apporter tout de suite, ça peut aller dans les territoires, notamment sous-dotés. Et, je l'ai dit, attendez, dans ce projet, il y a quand même le projet territorial de santé. Avec l'hôpital de proximité, je pense qu'avec ce qui est présenté aussi, les communautés professionnelles territoires de santé, il faut que les élus soient dans le projet territoire de santé. Et il faut qu'il n'y ait pas 400 postes pour des déserts médicaux, mais peut-être 1000 ou 2000. Je ne dis pas que ça va rien coûter, mais c'est à ce prix si on veut que dans les maisons de santé, eh bien, il y ait des professionnels. Et en plus, dans les maisons de santé, il faudra que des spécialistes, ça a été dit par Hervé Maurey, il faut qu'il y ait des spécialistes qui aillent faire des consultations avancées. Jean de Carazé, on va créer une nouvelle strate avec ces projets territoriaux de santé. Certains y voient une suradministration de la santé. Non, écoutez, on ne va pas rentrer dans les choses ou dans les mots qui sont, je pense, inadaptés. Il y a un vrai sujet que vous avez dit, monsieur le sénateur, qui est qu'il y a une véritable inégalité de l'accès aux soins et la question est de savoir comment on la résout. Bon. Alors, donc, on peut parler empiriquement de l'image de la baudruche, quoi. L'idée d'avoir, non pas un pour un, et donc de penser que les gens qui peuvent pas s'installer ici iront là, c'est-à-dire qu'en pressant sur la baudruche ici, ils iront là, on rigole. C'est que, je vous rappelle que 60% des jeunes médecins sont des femmes, que pour des raisons qui sont liées à l'éducation de leurs enfants en général, ils s'installent plutôt dans les zones urbaines qu'ailleurs, et que donc, encore une fois, ça ne vaut pas la peine d'y passer, à mon avis, les 20 minutes de cette émission. Moi, je ne suis pas contre. C'est pourtant le thème de notre débat, c'est ce qu'on a choisi, ça va beaucoup faire parler en séance au Sénat. Non, mais encore une fois, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le sujet central, c'est l'accès aux soins de la population. Oui. Bon. Alors donc cette mesure, à mon avis, elle n'aura pas beaucoup d'effet. Je ne suis pas contre le fait qu'elle soit essayée, expérimentée. On verra que malheureusement, et ce qui a été dit par le sénateur Daudigny et Mme Buzyn, l'exemple de l'Allemagne où c'est comme ça. Qu'est-ce que font les femmes qui n'ont pas envie d'aller dans la Creuse, pardon, monsieur le sénateur, ou les hommes? Eh bien, simplement, ils restent travailler à Paris, à Rennes, à Limoges ou ailleurs. Donc, le sujet central, je le répète, c'est la revalorisation de la médecine
générale. Aujourd'hui, les gens qui rentrent dans la filière de la médecine générale, seulement 15% s'installent en tant que généralistes. Donc si on ne traite pas ce sujet-là, qui est tout à fait central, et l'organisation du cabinet de groupe, parce que le problème, ce n'est pas l'argent, hein, c'est la solitude. Et donc les médecins aujourd'hui veulent travailler à plusieurs, veulent travailler avec des infirmières, avec des kinés, avec des médecins assistants, pour permettre à tous d'avoir tout le temps, 24 heures sur 24, accès à des soins sans aller à l'hôpital. Hervé Moret. Oui, moi je crois qu'on est au moins tous d'accord pour dire que la situation, elle ne fait que s'aggraver. Et ça va continuer. Moi je suis sénateur depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans. J'ai connu la loi Bachelot, j'ai connu la loi Touraine, maintenant c'est la loi Buzyn. Chaque fois on met en place des mesures qui pour certaines ont peut-être été utiles. Peut-être que ça serait pire si elles n'avaient pas été mises en place pour certaines d'entre elles. Mais de toute évidence, c'est pas suffisant. Et donc, il faut essayer autre chose. Alors, effectivement, la régulation, on peut peut-être la tester sur une période donnée, sur une région déterminée, mais je ne prétends pas non plus que ce soit la seule solution. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des 30 amendements que nous avons adoptés, et notamment sur les questions, et là-dessus, je rejoins tout à fait mes collègues, sur les questions des stages. Aujourd'hui, on forme des praticiens hospitaliers et pas des futurs médecins. C'est-à-dire que vous pouvez quasiment faire toutes vos études sans jamais sortir de l'hôpital. Je recevais tout à l'heure le président du Conseil de l'Ordre qui me disait, je crois que c'est 2/3 des étudiants qui ne font jamais le stage, pourtant obligatoire. Et lui propose que la dernière année du 3e cycle soit consacrée à une présence ambulatoire sur le terrain, pas seulement avec le maître de stage, mais avec tous les acteurs de l'ambulatoire. Et j'y suis personnellement tout à fait favorable. Vous acquiescez, Michel Amiel. C'est ce que je viens de proposer. Oui. Je le déposerai un amendement. Après, et je le voterai. Ça passera pas. Enfin, un point d'accord. Contact. Oui, Daniel Chassaing. Non, mais moi, bien sûr, on est tout à fait d'accord avec ce projet. Deuxièmement, je pense que ça a été dit, dans le 2e cycle, alors on me dit, il y a des cours, ils ne peuvent pas venir en territoire rural parce qu'il y a des cours l'après-midi et le matin. Bon, il faut s'organiser. Si vous voulez, je pense que dans le 2e cycle, c'est-à-dire en 3e, 4e, 5e année, on peut très bien aller faire de l'initiation à la médecine, c'est-à-dire et voir ce qui se passe dans la médecine rurale et dans la médecine avec des cabinets médicaux et des maisons de santé, parce que maintenant, toutes les collectivités vont dans le sens d'avoir des maisons de santé. Il y a aussi quelque chose, ça a été un amendement qui est passé à la commission, c'est-à-dire de réduire les remplacements, puisque vous avez maintenant des médecins qui font que des remplacements. Remplacements professionnels. Je pense que c'est un amendement qui me paraît utile, puisqu'il n'y a que 15% qui s'installent et 35% après 5 ans. Hein. Donc, je pense que... Alors, il y a autre chose aussi qui me paraît important, enfin, c'est marginal, mais quand même important, c'est ce qui va se mettre en place pour les praticiens qui ont un diplôme hors Union européenne. Je pense que ça peut je pense que ça peut être intéressant aussi des praticiens en plus quand ils vont être formés, puisqu'ils sont d'accord pour être formés, pour aller dans les territoires. Une nouvelle instance secours de l'environnement, le Conseil de défense écologique était réuni pour la première fois ce matin. Né de la conclusion du grand débat, il doit coordonner l'action du gouvernement. À 3 jours des européennes, certains y voient un gadget pour verdir l'image d'Emmanuel Macron. Jonathan Dupriez avec Adrien Develay. En matière d'écologie, l'exécutif veut mettre en avant son volontarisme. Promis par le président à l'issue du grand débat, le premier conseil de défense écologique s'est réuni à l'Élysée. Sur le mode d'un conseil de défense, cette réunion est pensée comme un comité de pilotage interministériel pour les questions environnementales. Le temps n'est plus à la parole, il y a eu ce temps-là. Depuis 2 ans, nous sommes dans le moment où nous devons prendre des décisions pour aujourd'hui et maintenant. 2 heures plus tard, Édouard Philippe et François de Rugy prennent la parole. Le ministre de la Transition écologique défend le bilan du gouvernement, annonce quelques mesures, comme la création d'un observatoire sur l'artificialisation des sols, mais surtout le blocage du projet de la montagne d'or en Guyane. Le Conseil de défense écologique a décidé de constater l'incompatibilité du projet actuel minier Montagne d'Or avec les exigences de protection environnementale. Mais 3 jours avant les élections européennes, le gouvernement est critiqué par une partie de ses adversaires qui voient dans ce calendrier une forme d'opportunisme électoral, ce que dément le Premier ministre. Nous en parlons, ils nous critiquent, nous n'en parlerions pas, ils nous critiqueraient. C'est la vie politique. De façon encore un tout petit peu plus importante, voyez-vous, que la vie politique, il y a ce que fait le pays pour être à la hauteur des enjeux.
et expliquer ce que nous avons fait, expliquer les résultats qui sont obtenus, expliquer les mesures que nous venons de décider, expliquer les process dans lesquels nous nous installons pour atteindre les objectifs que nous nous fixons, me semble, en l'occurrence, relever de la grande politique avec un grand P. Le prochain Conseil de défense écologique se tiendra lors de la première quinzaine du mois de juillet. Ces détracteurs en parlent comme d'une coquille vide. À quoi va servir le Conseil écologique de défense? Faut-il y voir un message politique à 3 jours des européennes? Les premières mesures annoncées ce matin sont-elles à la hauteur? On pose tout de suite la question à mes invités dans le débat. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le Relais Limousin. Bienvenue à vous. Vous êtes responsable des politiques transport et climat au réseau Action Climat. C'est le réseau français d'associations spécialisées justement dans les questions climatiques. Bienvenue à vous. Philippe Zawati est également sur ce plateau. Vous êtes membre du réseau Écologie de La République En Marche, co-auteur avec Pascal Canfin, qui est candidat aux européennes sur la liste Renaissance, d'un rapport en faveur d'un plan Juncker vert à la française qui a été remis en décembre dernier à Bruno Le Maire et à François de Rugy. Joël Labbé est également avec nous. Vous êtes sénateur écologiste du Morbihan. Vous êtes rattaché ici au groupe RDSE. Et face à vous, Jérôme Bignon, bienvenue. Vous êtes sénateur Les Indépendants de la Somme. Est-ce que cette instance, le Relais Limousin, première question, vous paraît utile? On sait qu'elle est issue du grand débat. C'est aussi une réponse finalement qui a été apportée à cette crise des Gilets jaunes. Alors, à l'issue du grand débat et puis tout simplement dans le contexte de l'urgence climatique et aussi des attentes fortes en matière de justice sociale, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on propose des mesures vraiment très concrètes dans les différents secteurs qui font écho aux préoccupations quotidiennes des gens, que ce soit l'alimentation, le logement, les transports, pour vraiment, des mesures qui permettraient vraiment d'inverser la tendance des émissions de gaz à effet de serre. Et pour empêcher d'accroître aussi ces émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il y a des incohérences dans la politique du gouvernement aujourd'hui qui soutient des projets incompatibles avec l'accord de Paris, incompatibles avec l'urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, toutes ces mesures n'ont pas été prises à la suite du grand débat par le gouvernement. Elles ne sont pas annoncées. Là encore, aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles mesures concrètes qui permettent vraiment d'agir sur le climat et de réduire les émissions dans les années qui nous restent pour vraiment inverser la tendance. Et ce, alors qu'il y a une mobilisation croissante dans la population française sur le climat, qu'il y a encore une grève demain des jeunes pour le climat, une grève internationale. Donc, de ce point de vue, aujourd'hui... Philippe Zawati, rien de concret n'a été fait depuis la fin du grand débat, nous dit le Relais Limousin. Je crois que là, ce matin, il y a eu des annonces extrêmement concrètes, au contraire. Alors après, il en manque encore beaucoup, mais il y a eu des annonces extrêmement concrètes, et notamment le point qui est de mettre le focus sur l'investissement. On a besoin d'investir énormément en réalité. Y compris pour devenir plus sobre, on a besoin d'investir aujourd'hui. Il manque entre 10 et 30 milliards d'euros d'investissement par an, c'est ce que dit le think tank I4C en France aujourd'hui, pour atteindre nos objectifs. Et donc, comme vous l'avez rappelé, j'avais remis à François de Rugy, à Bruno Le Maire, un rapport au mois de décembre qui précisément proposait de créer une institution qu'on appelait France Transition, et que le Premier ministre a annoncé ce matin. Il a annoncé la création de cette institution France Transition Écologique, qui consiste à mettre de l'argent public pour faire effet de levier et attirer de l'argent privé, investir dans la réhabilitation des logements, dans la mobilité durable, dans les énergies renouvelables, dans l'agroécologie. Voilà, ça me paraît être un point clé. Puis le deuxième, on pourra y revenir, c'est d'avoir un budget vert, c'est-à-dire de mettre sous le contrôle du Parlement le budget de la nation et de faire en sorte qu'il soit compatible avec nos engagements, notamment de l'accord de Paris. Quel regard portez-vous sur ce Conseil de défense écologique? Certains ont dit, Joël Labbé, que c'était une coquille vide. Ça risque de finir comme le Conseil présidentiel des villes qui avait été annoncé il y a un an et qui finalement ne s'est réuni qu'une seule fois après l'abandon du plan Borloo pour les banlieues. Il y a déjà eu les engagements forts de campagne de 2017, au cœur duquel était Nicolas Hulot, il ne faut pas l'oublier. Ce discours-là, il le tenait depuis le début, il l'a tenu autant qu'il a pu, avant de démissionner. Alors, maintenant, on va pas tout rejeter. D'abord, c'est une bonne chose, mais qui arrive 3 jours avant les élections européennes. Ça fait un peu gros, et c'est d'ailleurs dit que les voix écolos vont compter double dans la dernière ligne droite. Ils le disent. Bon, puisque c'est de la politique, moi, ce que je vais dire, là, puisque vous parlez politique, moi, je ne suis plus Europe Écologie Les Verts, donc je suis à l'Est, mais je suis écologiste. Donc je vais soutenir la liste de Yannick Jadot en espérant qu'il fasse un gros score en France pour venir grossir le poids des écologistes européens
qui vont jouer énormément dans la balance parce qu'ils vont être à la charnière et on a besoin d'une force écologiste forte. Alors sur le contenu, on en parlera tout à l'heure. Ouais, parce que vous parliez de Nicolas Hulot. Il avait réagi justement à l'annonce de ce Conseil de défense. C'était sur France 2. Je vous propose de l'écouter. Tant qu'on sous-traitera une mutation sociétale à un seul ministre ou un seul parti ou à quelques acteurs dans la société, c'est un leurre de penser qu'on va y arriver. Comité de défense environnementale. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Si c'est accompagné de politique transversale. Vous avez, chaque mercredi avant le Conseil des ministres, vous avez un Conseil de défense avec les ministres qui sont concernés par la défense. Mais la majorité du gouvernement est concernée par la transition écologique, énergétique et climatique. Ça, c'est pas un énorme comité Théodule. Ça peut servir. Ah non, ça peut servir. Mais il ne faut pas attendre ces nouvelles instances et ces nouveaux comités pour fixer les objectifs et pour démarrer l'action. Parce qu'on est en 2019, on sait déjà ce qu'il faut faire. Oui. Joël Labbé, il était favorable justement à cette idée que le ministre de l'écologie ne soit pas seul aux manettes, qu'il soit justement associé et qu'on puisse prendre en compte justement ces mutations sociétales avec un ensemble de ministres. Il avait obtenu un poste de ministre d'État. Il devait être le chef d'orchestre de ces politiques. Il a dû démissionner parce que, bon, il l'a suffisamment déclaré, il n'a pas pu le faire. Alors maintenant, il y a de bonnes intentions, mais ce Conseil de défense écologique, il vient se rajouter au Conseil national de la transition écologique qui existe déjà, au commissariat général au développement durable qui existe déjà. Alors un autre point sur les nouveaux organes qui sont annoncés, l'observatoire de l'artificialisation des sols. C'est une très bonne chose, mais existe déjà l'observatoire national de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Au dernier mandat, j'y siégeais. On a tous les outils là-dedans pour mesurer les choses. Alors, c'est là où c'est désagréable. Pour moi, j'entends des effets d'annonces nouvelles alors qu'on a déjà les outils. Oui, Jérôme Bignon, effet d'annonce, nous dit Joël Labbé. Moi, je me dis que c'est dommage qu'on ne vote pas plus souvent, parce que comme il y a de bonnes nouvelles avant les élections, on aurait plus souvent de bonnes nouvelles, et il y en a peut-être quelques-unes qui se mettront en marche. Sans rire, le Conseil de défense, quand s'agissant des armées, personne ne met en doute le fait que c'est intéressant, et Joël vient de le dire, de réunir les ministres spécialistes de ces questions-là. Si on travaille enfin dans la transversalité. Je serais tenté de dire, le rêve, ça serait qu'il n'y ait pas un ministre de l'écologie, mais que tous les ministres, chacun en ce qui les concerne, s'occupent d'écologie et qui discutent ensemble, tous ensemble, pour chacun dans ce qui les concerne. Si le ministre des Finances pouvait devenir un peu écologiste, on y gagnerait énormément. Oui. Donc que le ministre cette idée d'associer cette dimension écologique environnementale au projet de loi de finances, et c'est ce que nous expliquait justement Philippe Zanoët. Oui, mais je crois que c'est ça l'enjeu. Et donc, si on fait un petit pas, même si c'est un petit peu électoraliste, acceptons l'idée. Simplement, l'essentiel, c'est qu'on ait fait ce pas et que surtout, il y ait une deuxième réunion qui suive la première et une troisième et qu'on enclenche un processus vertueux sur cette idée. La transversalité, c'est ce qui manque le plus en France à tous les niveaux. C'est au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional. Chacun travaille dans son cylindre et le résultat, c'est qu'on ne travaille pas ensemble. Si on travaille, Joël et moi, ça nous arrive de travailler ensemble. On n'est pas d'accord sur tout, mais de temps en temps, il y a des sujets sur lesquels ces sujets-là, ils progressent. Et je pense que c'est une bonne direction qu'on a prise. Merci. Je voulais revenir sur l'exemple du budget vert, parce qu'il y a, en 2017, au moment du One Planet Summit, il y avait un engagement déjà qui a été pris pour passer au crible le budget de la France, au crible du climat. Or, depuis, qu'est-ce qui s'est passé dans les lois de finances ? Rien vraiment en faveur du climat. Enfin, il y a eu le retour en arrière sur la fiscalité écologique, malheureux, alors qu'il y avait des solutions qui existaient pour rendre ces taxes plus sociales. Enfin, en tout cas, on avait fait des propositions en ce sens pour aider les ménages, pour aider les transitions, etc. Et si on regarde du côté des subventions aux énergies fossiles, parce que c'est aussi, moi, je trouve ça très bien d'investir dans la transition écologique, dans tous les secteurs, mais si à côté, on continue d'investir dans les énergies fossiles, il y a une contradiction qui fait qu'on n'avance pas pour réduire les émissions. Et donc, si on pense aux niches fiscales, il y a 11 milliards d'euros aujourd'hui, chaque année, qui sont dépensés par l'État sous forme de niches fiscales au bénéfice des énergies fossiles. 3,6 milliards dans l'aviation, par exemple. Le gouvernement a parlé ce matin de la taxation du kérosène au niveau européen. On sait très bien à quel point c'est compliqué d'arriver à des accords européens à l'unanimité sur les questions fiscales, parce que c'est à l'unanimité que les questions fiscales se règlent. Et on est d'accord avec cet objectif, mais dans le
dans le temps qu'on a, là, il faut aussi avancer au niveau français sans attendre d'agir avec tous les 27. Donc c'est possible. Ce qui pouvait être fait au niveau français déjà a commencé à être fait. Bon, l'annonce des fermetures de centrales à charbon, c'est au niveau français. L'annonce de l'arrêt d'exploitation des hydrocarbures, c'est au niveau français. Sur l'aérien aujourd'hui, on ne peut pas être à la fois pro-européen et dire partout il faut qu'il y ait une Europe, qui prenne des décisions et qui ait un transfert de souveraineté. Et ça, vous êtes souvent parmi les premiers à être favorable à ça, et puis après dire eh bien non, on ne va pas prendre les décisions au niveau européen, il faut les prendre en France. Donc, on dit qu'il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Il y a une loi mobilité. Il y a un aller, un retour. Il faut que les décisions françaises, etc. On prendrait une loi, elle ne serait pas applicable. Si. Non. En fait, il y a des idées reçues sur le budget et sur le budget vert. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, ça avait été annoncé au One Planet Summit, ça n'a pas été fait, mais ça c'est le passé. Bon, très bien. Il y a une annonce aujourd'hui qui dit on va le faire, et c'est une annonce qui est faite, y compris aux représentants de la nation, aux députés. On va mettre sous votre responsabilité. Et donc, je pense d'ailleurs que c'est très important que ça ne soit pas juste, je dirais, une annexe aux lois de finances qui soit mis technique, etc. Et ça, je pense que c'est très important. Hein. Ça ne doit pas être juste une annexe technique. Ça doit être quelque chose qui soit débattu, discuté au niveau de l'Assemblée nationale par les députés. Et à la limite, je dirais, pourquoi pas présenter un jour à des Français tirés au sort, comme on va le faire avec les 150 personnes tirées au sort. Et au Sénat, Joël Labbé, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Oui, bien sûr. Comme je vous le disais, on se doit de reconnaître les avancées, mais ça reste des avancées petits pas. Alors, j'ai lu ce qu'a dit le président de la République au sujet de la définition de ce Conseil de défense écologique. Faire des choix stratégiques pour répondre de manière radicale à l'urgence climatique. Là, les choses sont dites. Alors, ce que l'on attend, ce que nous, notre groupe et notre tendance, on va dire au sens large, au Sénat, est bien qu'on soit entendu sur ces sujets-là. Et on a quand même du mal. Pascal Canfin, qui est sur la liste Renaissance. Moi, Pascal Canfin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je respecte pour son honnêteté intellectuelle, pour tout cela. Maintenant, il se retrouve avec des personnes qui, sur les questions de biodiversité, sont pratiquement diamétralement opposées par rapport à ce que prône Pascal. On se demande comment cela va pouvoir fonctionner. Alors, vous croyez qu'il va abandonner ses convictions en arrivant à Bruxelles? Je vous confirme, il ne les abandonnera pas. Il défendra pied à pied l'ensemble des engagements qui ont été pris. Enfin, c'est pour ça qu'il veut y aller. Parce qu'il a envie d'être... Il a fait 3 ans chez WWF, et là, il a envie d'être utile au niveau législatif, au niveau européen, parce que c'est là que ça se joue. Donc, ce que l'on sent derrière, c'est quand même la poursuite du en même temps. Ménager tout le monde, ménager les ça, c'est pas possible, c'est incompatible selon vous, si on veut défendre justement l'écologie, l'environnement au niveau européen? Par exemple, Alors, l'observatoire sur l'artificialisation, très bien, mais si c'est pour constater, encore une fois, qu'on bétonne l'équivalent d'un département tous les 5 ans en France, c'est désespérant. Surtout qu'il y a encore des projets routiers qui sont promus par le gouvernement, que ce soit le contournement routier à Strasbourg, à Rouen, dans le sud, vers Arles, etc. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut aussi de la cohérence. Notre-Dame-des-Landes a été abandonné, c'est un projet qui durait depuis 40 ans en France. Et le gouvernement a décidé de l'abandonner. Donc, donc non, mais quand même, on peut toujours faire la liste des choses négatives. Le projet de Montagne d'Or en Guyane est abandonné aussi. Là, c'est pas ce qu'on a entendu, abandonné. Je partage l'idée que sur l'artificialisation des sols, je suis complètement d'accord avec votre invité, la nôtre, c'est parce qu'on se fout du monde là-dessus. Arles, Crépy en Valois, Ussel, il y a Strasbourg. Strasbourg, en plus, il y a le grand hamster qui est malheureusement mis à mal dans cette histoire-là. Je suis complètement d'accord. On ne peut pas dire on fait zéro artificialisation, puis dire mais attendez encore un instant, monsieur le bourreau, on continue à faire des contournements. Il y a d'autres moyens. À Arles, par exemple, on peut faire un tunnel sous le Rhône qui coûte moins cher, qui est plus efficace sur le plan écologique. Donc il y a des solutions. Le zéro artificialisation, il faut vraiment y venir parce que vous avez raison. C'est pas tout à fait. Attention à zéro artificialisation quand même. Quand on parle de zéro artificialisation, partout, d'ailleurs, que ce soit en France ou au niveau international, on parle de zéro artificialisation nette. C'est-à-dire qu'il y a aussi la possibilité de réhabiliter les terres. On peut le faire au niveau international, qu'on peut le faire en France. Donc mais je voulais préciser un point. C'est pas arrêter tout, que vous évoquiez. C'est pas la moitié, c'est pas un demi-département par an, c'est la moitié de la surface agricole utile d'un département, ce qui n'est pas exactement pareil. Donc c'est pas un demi-département, c'est la moitié. J'étais à la FNSAFER ce matin qui donnait les statistiques. C'est pas exactement les mêmes. Non, mais c'est partout dans le monde entier. Parmi les mesures symboliques. millions d'hectares au niveau mondial.
mondiale. Et puis, il y a le plastique aussi, on n'en parle pas. C'est plutôt une bonne idée, ce qui se passe sur le plastique, là, l'idée de rentrer enfin dans une filière de consignes, etc. Je pense qu'on est en train... C'est vrai que c'est long. Je comprends l'impatience de certains qui luttent depuis... qui sont nés pratiquement sur ces sujets-là. Mais il faut aussi comprendre la résistance de ceux qui ont du mal à bouger. Il faut pousser, mais il ne faut pas dire qu'on ne fait rien. On va peut-être pas assez vite à votre gré, mais on va. Il y a une volonté. Moi, je sens partout où je vais. Oui, je viens de la droite classique. J'ai quitté la droite classique pour pouvoir mener le combat écologique à ma façon, de façon indépendante, comme le disait Joël tout à l'heure. Mais je pense que c'était un signal, ça aussi, qu'un vieux gaulliste comme moi quitte sa famille pour pouvoir être libre sur ce que j'avais envie de dire sur l'écologie et pouvoir soutenir le président de la République dans ce qu'il fait. Je pense que c'est un tout petit peu significatif que je l'ai fait à 70 ans en plus. Donc c'était pas... Ça veut dire quoi, Joël Labbé, que Emmanuel Macron il a changé d'avis, il a aussi évolué, il écoute aussi la jeunesse européenne qui nous envoie justement ces messages d'urgence climatique, Joël Labbé. Oui, les signaux sont extrêmement forts et le président Macron, il entend tout ça. Alors maintenant, dans son discours, changer de manière radicale pour s'adapter à l'urgence climatique. Dans ce que l'on entend, on a envie de le prendre au mot depuis le temps que l'on attend cela. Parce que la perspective de l'urgence, ça fait un moment qu'on la crie, on sait qu'il y a des solutions. Maintenant, les solutions doivent être radicales. Aujourd'hui, sur la question du développement agricole et alimentaire, on doit prendre des solutions radicales. On ne peut pas, le côté en même temps, poursuivre les importations de soja, 80% transgénique. On ne doit plus continuer l'huile de palme, on doit arrêter les frais, là. À un moment, oui, mais attention, parce que ceci, parce que... C'est pas une question d'attention, c'est une question de transition qu'il faut programmer, qu'il faut réaliser. Et c'est pour ça que le sujet des investissements est absolument clé. De toute façon, on ne fera pas ces évolutions en 24 heures. Ça ne se fera pas. On peut toujours... On ne demande pas en 24 heures. Mais en revanche, il faut les programmer, il faut les mettre en musique. Et le sujet de l'investissement est absolument clé là-dedans. Et c'est pour ça que les annonces là-dessus me paraissent importantes. La société n'est pas souple et prête à avancer au pas que vous souhaiteriez qu'elle avance. Et je comprends ça. Vous savez, sur la radicalité, juste je peux dire un mot sur la radicalité, c'est qu'il y a eu le Parlement anglais qui a annoncé, qui a déclaré l'urgence climatique, et puis ensuite le Parlement irlandais, et tout le monde s'est extasié un petit peu là-dessus. En fait, ce que demandaient ces deux parlements, c'était qu'on adopte un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et ben c'est ce qu'on a fait en France avant même de faire de voter cette urgence climatique. Donc il faut aussi faire attention aux mots et mettre les faits et les réalités derrière les mots. Oui, exactement. Je pense qu'il faut joindre la parole aux actes. Et en l'occurrence, au Royaume-Uni, il y a un peu des incohérences similaires à ce qui se passe en France. C'est-à-dire que le jour où ils ont déclaré l'état d'urgence climatique, ils promeuvaient encore le projet d'extension de l'aéroport d'Heathrow. Donc ça va donner une croissance du trafic. Je voudrais vous entendre, puisqu'on n'en a pas encore parlé, sur l'abandon du projet Montagne d'Or en Guyane. Ça, c'est une mesure emblématique forte qui a été attendue, annoncée, confirmée ce matin, Joël Labbé. Oui, alors s'il y a une vraie mesure, c'est celle-là, mais on savait que c'était, pour nous, on savait que c'était plus réalisable. Il y aurait eu une telle mobilisation que c'était plus possible. Alors, par contre, là, les yeux sont ouverts là-dessus. Est-ce que c'est un véritable renoncement à ce projet? On attend encore de voir, mais a priori, c'est oui. Et là, heureusement que c'en est fini avec ce type de projet. Donc il y a aussi la réforme du code minier qui est annoncée, mais elle est dans les tuyaux depuis un moment, la réforme du décennies, code. Oui. Elle est annoncée là comme quelque chose de complètement nouveau, mais ça fait un moment qu'on en parle de la réforme du code minier. C'est un serpent de mer. C'est une bonne nouvelle qu'on la mette sur l'agenda. Parce qu'effectivement, il y avait des blocages. On se rend pas toujours compte on parle souvent des groupes de pression, mais là, pour le coup, ils étaient à la manœuvre. Pour la réforme du code minier, il y a quand même beaucoup d'intérêts qui étaient en jeu, qui ne souhaitaient pas qu'on y touche. Il y a une chose qu'on n'a pas dite aussi, c'est les réserves naturelles et les aires marines. Alors, là aussi, j'étais hier soir à un colloque organisé par Océan et Climat sur les aires marines. Il y a aires marines et aires marines. Est-ce qu'on déclare une grande aire marine très grande et on dit, ça y est, j'ai fait une aire marine de plus? Ou est-ce qu'on met les moyens scientifiques, humains pour faire... Bon, tout ça, ça va dans le bon sens, mais il faut que ça suive techniquement, scientifiquement, humainement, pour que ça avance, vraiment. Mais on va plutôt... on a une vraie difficulté que personne ne mesure très bien, c'est le temps.
Parce que le temps n'est pas le temps des 65 millions d'années qui nous ont permis d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Le temps, il est à 20 ans d'ici. Hein, et en l'occurrence, vous parliez de programmation. Il y a une loi d'orientation sur les mobilités qui a été discutée dans cette maison au Sénat il y a quelques semaines et qui l'est là à l'Assemblée nationale. Et au Sénat, justement, il y avait eu des avancées pour agir de manière assez concrète et rapide, notamment avec la généralisation de l'apprentissage du vélo à l'école. Ça peut sembler anecdotique. Or, on sait qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des déplacements faits en voiture en ville, ils font moins de 3 km, donc il y a un potentiel énorme. Deuxième chose, sur le forfait mobilité durable, qui est aujourd'hui une bataille entre notamment les organisations patronales et puis d'autres membres, enfin d'autres parties prenantes de la société, dont les ONG et les syndicats. Il a été rendu cumulable avec le remboursement des transports en commun. Là, il y a eu un retour en arrière sur ces 2 points à la Commission avec le soutien du gouvernement. Donc pour nous, il n'y a pas d'avancée vraiment concrète dans cette loi. En termes de programmation... Même s'il y a 13 milliards dans cette loi pour les transports, vous ne pouvez pas réduire la loi d'orientation sur le mobilité. Il y a encore tous les projets routiers dont je parlais. Et puis, par exemple, sur la fin des véhicules diesel essence, on sait qu'il va falloir sortir des énergies fossiles. La neutralité carbone en 2050, ça signifie que bien avant 2040, il faut qu'on arrête de mettre des véhicules neufs sur les routes. Or, la loi mobilité, aujourd'hui, elle parle de 2040. Donc, si on veut vraiment être cohérent avec l'objectif de l'accord de Paris, qui est de limiter la hausse des températures à 1,5 degré, il faut viser plutôt. Il y a déjà des... Sur la cohérence, moi, je suis complètement d'accord. Et c'est encore une fois, c'est le budget vert, ce qui a été annoncé ce matin. C'est ça, c'est la cohérence. Après, il faut aussi éviter de rentrer dans une dialectique consistant à réduire la loi d'orientation pour la mobilité, qui fait je ne sais pas combien d'articles, au sujet de l'apprentissage du vélo dans les là, je parlais des voitures essence diesel. Qui est sans doute une très bonne mesure. Enfin, je ne suis absolument pas contre, je suis même plutôt pour. Mais après, il faut aussi quand même regarder un petit peu l'ensemble. Et là, on a quand même une évolution un peu globale dans ce domaine-là. Aujourd'hui, nous allons en Essonne, terre d'élection de la sénatrice LR Laure Darcos. Elle se bat, vous allez le voir, pour sauver les librairies en difficulté dans son département, car malgré des initiatives innovantes, le secteur reste particulièrement fragilisé. C'est un reportage de Cécile Sixou. À Bièvre, dans l'Essonne, la librairie des Millefeuilles n'est pas une librairie comme les autres. Car derrière les livres se cache un restaurant. À chaque fois que j'amène des amis ici, ils découvrent et c'est un bonheur absolu. Et ils reviennent après et me disent « Oh mais tu sais, je suis retournée, c'est super !» Véronique Banuls a créé cet endroit atypique il y a 9 ans. Informaticienne dans une grande entreprise, elle décide en 2009 de partir en congé sabbatique pour créer son commerce. Pendant 7 ans, elle a la possibilité de reprendre son travail. Moi, j'ai 4 grandes filles qui font des études et ça coûte cher. Et effectivement, ici, je ne gagne pas ma vie. Donc, j'arrive à payer mes charges, j'arrive à payer mes salariés, j'arrive à faire que cet endroit soit agréable. Mais moi, je me suis payée à peine un RMI pendant 7 ans. Voilà, donc j'ai repris mon travail. Depuis 2 ans, elle oscille entre son métier d'informaticienne et la gestion de sa librairie. Bonjour. Bonjour Madame Darcos. Les difficultés de Véronique, la sénatrice LR Laure Darcos les connaît bien. Déjeuner et ensuite piller la boutique. Les librairies indépendantes ne font pas le poids face au e-commerce qui propose plus de choix, des prix bas et des livraisons rapides. Les sauver, c'est le combat de Laure Darcos. C'est un combat de David contre Goliath, mais je pense que c'est un combat qui est vraiment nécessaire. Et vous savez que le Sénat défend bien évidemment les collectivités, défend les territoires. Et vraiment, au même titre qu'un commerce de bouche, d'avoir une librairie, je pense que c'est vraiment vital. Depuis 3 ans, Laure Darcos suit un autre projet original, celui de Delphine. Parce que du coup, vous étiez à votre guichet. Les rayonnages, il y avait quand même de quoi... Dans sa librairie ambulante, Delphine sillonnait jusqu'en décembre dernier les villages de l'Essonne avec un objectif, créer du lien social dans les milieux ruraux. Je me suis aperçue, ayant grandi à la campagne, qu'aujourd'hui on avait du mal à avoir un lieu pour se retrouver, pour discuter, même ne serait-ce que 5 minutes, et qu'il y avait énormément de personnes isolées. Donc du coup, c'est vrai que je me suis dit, en passant par la lecture, on devrait créer une espèce d'émulsion autour de ça. Mais face aux difficultés, elle a troqué son camion pour un commerce éphémère à Lardy,
où elle s'est installée grâce à la mairie. Et elle était présente sur notre commune le samedi après-midi, sur la place de l'église. Et donc Eric a proposé à Delphine de tester le concept de l'aventure de l'éphémère. On a des centres-bourgs qui meurent gentiment de faute d'animation, faute de commerce. Au fur et à mesure, on essaye de poser nos jalons pour avoir un petit peu plus de commerce. Pour la sénatrice Les Républicains, les communes ont un rôle essentiel à jouer pour le maintien des librairies indépendantes. Elle a déposé une proposition de loi au Sénat dans ce sens. Ma proposition de loi permettait aux communes de subventionner à hauteur de 30% du chiffre d'affaires une librairie qui en aurait besoin. Certaines librairies auraient eu cette possibilité de pouvoir aider, de faire voter en conseil municipal cette subvention qui peut permettre à certaines librairies de pouvoir continuer. À 2 reprises, elle a échoué à faire voter sa proposition au Sénat. Tenace, elle ne désespère pas d'y arriver pour que des librairies comme celle de Véronique et de Delphine survivent. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.